À mes parents, à ma sœur, à mes fils, à celle que j'ai été, à toutes celles et ceux qui se retrouveront en Marie. Partie 1. Marie, le poids des silences. Chapitre 1. Je me souviens encore de la douceur des draps de soie contre ma peau, du parfum enivrant des roses blanches qui baignent chaque pièce de la maison, et de l'éclat du soleil filtrant à travers les immenses fenêtres de notre salon. Si quelqu'un voyait notre famille de l'extérieur, il penserait sans doute que nous vivons dans un conte de fées. Une famille modèle, unie, comblée par la vie. Pourtant, derrière les lourds rideaux en velours, les rires fins et les sourires parfaits, se cache une toute autre réalité. Je suis née dans une famille aisée, une famille pour qui la réussite sociale compte plus que l'amour, plus que le respect, plus que tout. Mon père, Léon Chéronnet, est un homme d'affaires redoutable, à la tête d'une entreprise prospère. Il impose le silence par sa simple présence, et tout le monde autour de lui s'efface et s'efforce de ne pas faire de vagues. Ma mère, Ellie, a troqué ses rêves de jeunesse contre le rôle de l'épouse parfaite, toujours impeccable, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle organise des réceptions grandioses, rit aux blagues de mon père et se tient toujours à ses côtés, droite, froide, comme une statue de marbre. Quant à ma sœur, Carole. Carole est l'enfant prodige, la fierté de la famille. Belle, intelligente et surtout parfaitement conforme à tout ce que nos parents attendent d'elle. Je l'admire, oui, et je la déteste aussi. Pas à cause d'elle directement, mais parce qu'elle représente tout ce que je ne peux pas être. Tu pourrais faire un peu plus d'efforts, Marie. C'est ce que ma mère me disait souvent. À l'âge de 12 ans, je ne comprenais pas pourquoi mes efforts ne suffisaient jamais. Je faisais mes devoirs, je m'habillais comme elle me le demandait. Je suivais les règles, mais rien n'y faisait. J'étais l'ombre de ma sœur, celle qui passait toujours au second plan. L'école privée que nous fréquentions, le lycée Saint-Roch, se trouvait à quelques kilomètres de notre maison. L'établissement était réputé pour son élitisme, réservé aux enfants de familles influentes. J'avais l'habitude de marcher seule dans les longs couloirs aux murs ornés de portraits de célébrités académiques. Là-bas, tout était question de réputation. Si tu ne faisais pas partie des bons, tu étais ignoré, voire ridiculisé. Carole, bien sûr, faisait partie des bons. Ignoré, non, moi je l'étais. Moi, je n'étais qu'une fille discrète, effacée, qui se perdait dans ses livres pour fuir la réalité. Un jour, alors que nous attendions notre chauffeur après les cours, Carole s'était approchée de moi, avec ce sourire suffisant qui m'agaçait tant. Marie, tu as vu ce que porte Louise aujourd'hui? Elle pense que ce sac à main est à la mode, tu te rends compte? C'est ridicule. Je m'étais contentée de hocher la tête, sans vraiment écouter. Carole a ce don pour juger les autres, tout en affichant une apparence de perfection inattaquable. Elle avait continué son rire cristallin, attirant l'attention de ses amis, qui se joignent bientôt à la conversation. Si tu continues à traîner avec ces filles, tu vas finir par devenir comme elles, tu sais, m'avait-elle lancé en croisant les bras. Peut-être qu'elles sont juste gentilles, avais-je répondu timidement. Carole m'avait fixée, comme si je venais de dire la chose la plus stupide du monde. Elle m'avait toisé de la tête aux pieds, avant de soupirer. Gentille, Marie, tu ne comprends rien aux règles de ce monde. On ne peut pas se permettre d'être gentil avec tout le monde. Il y a ceux qui comptent, et il y a les autres, et crois-moi, tu veux pas finir comme les autres. C'est toujours comme ça, avec Carole. C'est elle qui définit les règles, et moi je m'efforce de les comprendre, sans jamais vraiment y arriver. Les week-ends, quand je ne suis pas enfermée dans ma chambre à dessiner ou à lire, ma mère me fait assister aux réceptions familiales. De grands dîners mondains où il faut briller, être parfaite, sourire en permanence. J'y croise des hommes d'affaires, des politiciens, des avocats, tous vêtus de costumes sur mesure, accompagnés de leurs épouses élégantes, coiffées et maquillées comme des poupées de porcelaine. Un soir, alors que je me trouvais dans un coin de la salle à observer les convives, mon père m'avait appelé d'une voix forte. Je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. Marie, viens ici. Je m'étais approchée, les mains tremblantes, sachant que je devais à tout prix éviter de faire le moindre faux pas. À ses côtés, il y avait un homme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant, qu'il me présenta comme un de ses associés. Voici ma fille cadette, Marie, avait-il dit d'un ton presque condescendant. Elle n'est pas aussi brillante que sa sœur, mais elle a d'autres talents. Je m'étais figée, ce n'était pas la première fois qu'il me dévalorisait ainsi devant ses amis, mais chaque fois, la douleur me poignardait avec la même intensité. J'avais souri, comme on m'a appris à le faire, puis m'étais éclipsée dès que possible. Je n'avais que 16 ans, mais déjà, je ressentais ce vide grandissant en moi, cette impression de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais mériter l'amour de mes parents. Ma relation avec eux était basée sur la peur, sur le contrôle. Je n'osais rien dire, je n'osais rien faire qui pourrait les décevoir davantage. Chaque jour, je m'efforçais de correspondre à leurs attentes, et chaque jour, je m'en sentais m'éloigner un peu plus de ce que j'étais vraiment. À 18 ans, tout a changé. Carole a obtenu une bourse pour aller étudier à l'étranger.
Ce qui aurait dû être un soulagement s'est transformé en un cauchemar. Sans elle, je suis devenue l'unique cible des attentes irréalistes de mes parents. Je me souviens de ce soir d'hiver où ma mère est entrée dans ma chambre, un verre de vin à la main. Elle était fatiguée, ses traits tirés par une vie qu'elle semblait endurer plutôt que vivre. Marie, il est temps que tu prennes tes responsabilités, avait-elle dit d'une voix monocorde. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle avait pris une longue gorgée de son verre avant de me fixer avec ce regard froid que je connaissais trop bien. Tu dois faire honneur à notre famille. Carole n'est plus là pour le moment, et ton père et moi avons des projets pour toi. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière tes livres et que tu deviennes quelqu'un d'important. J'avais senti un frisson parcourir mon dos. Ces mots résonnaient comme une menace, et je ne savais que ma vie allait prendre un tournant que je n'étais pas prête à affronter. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ma mère avait esquissé un sourire, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Tu verras bien. Les mois qui suivirent la conversation avec ma mère furent marqués par des changements subtils mais profonds, profondément perturbants dans ma vie quotidienne. La pression était devenue palpable, omniprésente, comme une main invisible qui me serrait la gorge. Je me suis toujours sentie insignifiante aux yeux de mes parents, mais à présent, chaque geste, chaque mot que je prononce semble peser davantage, comme si ma simple existence devait être justifiée. Mon père est de plus en plus souvent en déplacement, mais quand il est à la maison, il m'observe, avec cette froideur détachée qui m'a toujours paralysée. Sa seule présence suffit à me rendre nerveuse, à me faire douter de moi-même. Il n'élève jamais la voix contre moi. C'est pire que ça. Il ne m'accorde pas assez d'importance pour le faire. Je ne suis qu'une pièce sur l'échiquier de sa vie, une pièce dont l'utilité reste à prouver. Un jour, ma mère m'avait annoncé qu'elle avait pris rendez-vous avec un conseiller d'orientation privée, quelqu'un de très influent dans le milieu. Je savais ce que cela signifiait. Mes études n'étaient plus seulement mon affaire, elles devenaient une question de prestige familial. Marie, tu devrais être irréprochable pendant cet entretien, m'avait-elle dit en ajustant les plis de sa robe. Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir des opportunités comme celle-là. Fais en sorte de ne pas tout gâcher. Je l'avais regardée en silence, sentant un mélange de colère et de résignation monter en moi. Elle ne voyait pas ou refusait de voir que je n'avais jamais demandé tout cela, que je ne voulais pas de cette vie. Le jour de la rencontre avec le conseiller était arrivé plus vite que je ne l'aurais souhaité. Je me sentais comme dans un vaste bureau, avec cet homme, dont le nom m'échappe encore aujourd'hui. Il portait un costume trop bien taillé, et ses gestes étaient mesurés, calculés. Il représentait ce que ma famille admirait, la réussite, le pouvoir, l'apparence. Alors, Marie, quelles sont tes aspirations pour l'avenir m'avait-il demandé d'une voix faussement bienveillante. Je m'étais sentie démunie face à cette question. Aspiration? Je n'en avais aucune qui corresponde à ce qu'ils attendaient de moi. Ce que je voulais, c'était fuir, dessiner en paix, peut-être partir voyager, m'éloigner de cet environnement étouffant, mais je ne pouvais pas le dire. Je ne suis pas encore certaine, avais-je murmuré. Mon père, assis à côté de moi, m'avait immédiatement interrompu. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle s'oriente vers une carrière dans le droit ou de la finance. Nous avons discuté de ces options. C'était faux. Nous n'avions jamais eu cette discussion. Je me souviens simplement des quelques remarques désobligeantes qu'il m'avait faites en passant devant des artistes de rue un jour, nous ramenant d'un dîner mondain. Ce genre de vie est pour les gens qui n'ont pas de réussi, avait-il dit. À partir de ce moment-là, j'ai compris que mes rêves ne sont qu'une autre source de déception pour lui. Chapitre 2. Je ne sais pas exactement à quel moment les choses ont commencé à se fissurer. Peut-être était-ce ce soir-là, quand j'ai vu ma mère pleurer pour la première fois. C'était quelques jours après l'entretien avec le conseiller. Je suis descendue dans le salon en pleine nuit, incapable de dormir, et je l'ai trouvée là, assise dans l'obscurité, une bouteille de vin à moitié vide posée sur la table basse. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Ses épaules étaient secouées par des légers sanglots, et pour la première fois, je l'ai perçue non pas comme cette femme froide et distante, mais comme une personne vulnérable, brisée. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là immobile, sans dire un mot. Puis finalement, j'ai fait demi-tour pour retourner dans ma chambre. Mais quelque chose, une impulsion que je ne comprends pas encore, m'a poussée à revenir. Cette fois, j'ai pris une profonde inspiration avant de m'avancer. Maman? Elle a sursauté, essuyant rapidement ses larmes d'un geste maladroit, avant de se retourner vers moi, son masque de froideur déjà en place. Marie, qu'est-ce que tu fais là? Il est tard, va te coucher. Mais il y a quelque chose dans sa voix, une fragilité que je n'ai jamais perçue auparavant. Et pour une fois, j'ai osé désobéir. Est-ce que ça va? Demandai-je hésitante. Ma mère m'a regardée et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir de la sincérité dans ses yeux. Puis elle a secoué la tête, comme pour chasser une pensée intrusive. Ce n'est rien, Marie, tu es trop jeune pour comprendre. Va dormir. Elle a pris une nouvelle gorgée de vin.
et j'ai compris que la conversation était terminée. Mais cette nuit-là, une idée a germé dans mon esprit. Peut-être que ma mère n'est pas si invincible après tout. Peut-être que, tout comme moi, elle se sent piégée dans cette vie qu'elle n'a pas choisie. Les mois suivants, le climat à la maison devient de plus en plus tendu. Mon père est absent plus souvent que d'habitude, et lorsqu'il rentre, il est plus silencieux que jamais. J'ai surpris plusieurs conversations téléphoniques entre lui et ma mère, des échanges en demi-teinte, où il semblait être question de l'entreprise familiale. Il parle d'investissement, de risques, de pertes possibles. Puis vient la révélation. Mon père a fait un mauvais pari financier. Une décision imprudente qui a mis en péril une partie de leur fortune. C'est comme si le sol se dérobait sous leurs pieds, mais ils s'efforcent de sauver les apparences. Tout doit rester intact, tout doit sembler parfait, quoi qu'il en coûte. Carole, qui est revenue pour les vacances d'été, semble ignorer la gravité de la situation. Comme toujours, elle flotte au-dessus des problèmes, sûre de sa place dans le monde. J'ai essayé de lui parler, de lui dire ce que j'ai ressenti en voyant notre mère aussi fragile. Tu dramatises, Marie, m'a-t-elle dit en haussant les épaules. Maman va bien. C'est juste qu'elle a bu un peu trop. Rien de grave. Elle a repris sa conversation avec un ami, comme si de rien n'était. Je me demande parfois si Carole est vraiment aussi indifférente ou si elle porte simplement un masque mieux ajusté que le mien. C'est au milieu de cette tempête silencieuse que je le rencontre pour la première fois. Je me suis échappée dans une petite boutique du centre-ville, un endroit que je visite souvent pour trouver refuge dans mes lectures. C'est un espace modeste avec des étagères encombrées et l'odeur familière du papier usé. Ce jour-là, alors que je feuillette un recueil de poésie, un jeune homme entre dans la boutique. Nos regards se croisent brièvement, mais assez longtemps pour que je ressente quelque chose. Une sorte de connexion silencieuse. Il s'approche des rayons à côté de moi, et après quelques minutes d'un silence partagé, il m'adresse la parole. C'est un bon choix, dit-il, en désignant le livre que je tiens. Prévert est toujours une source d'inspiration. Je relève les yeux, surprise qu'il parle de l'auteur comme s'il le connaissait personnellement. Vous aimez la poésie demandai-je plus pour dire quelque chose que par véritable curiosité. Il sourit. Pas vraiment, mais je n'ai rien trouvé d'autre pour vous aborder. Il y a quelque chose de désarmant dans son honnêteté. Nous parlons pendant quelques minutes de livres, d'art, de la vie en général. C'est une conversation légère, mais elle me fait du bien. C'est la première fois depuis longtemps que je parle à quelqu'un sans ressentir le poids constant sur mes épaules. Avant de partir, il me tend une carte de visite. Si jamais tu veux parler de poésie ou de quoi que ce soit d'autre, tu sais où me trouver. Je la prends un peu hésitante, le contact du papier sous mes doigts est doux, presque réconfortant, comme si cette carte contenait la promesse d'une vie différente, éloignée des contraintes rigides de ma famille. Son nom est inscrit dessus, Philippe Torgiam, suivi d'une adresse email et d'un simple mot, consultant marketing. Aucun numéro de téléphone, aucune information. Juste cela. Je ne dis rien, trop surprise par cette rencontre inattendue. Pourtant, après qu'il soit parti, l'envie irrésistible de savoir qu'il est réellement me tenaille. Ce n'est pas seulement la curiosité, c'est autre chose. Un besoin plus profond, une soif de découvrir un monde que je n'ai jamais vraiment exploré. Lorsque je rentre chez moi ce soir-là, la carte de Philippe cachée dans la poche de mon manteau, le silence pesant de la maison me frappe plus durement que d'habitude. Mon père n'est pas encore rentré et ma mère est assise dans le salon, une coupe de champagne à la main, ses traits tirés par une fatigue invisible. Carole, quant à elle, rit doucement en envoyant des messages sur son téléphone, visiblement insensible à l'ambiance tendue qui règne. Je me dirige directement vers ma chambre, évitant soigneusement tout contact. Là, je sors de la carte de ma poche et le pose sur mon bureau. Mon esprit tourne en boucle autour de notre brève conversation. Peut-être qu'il ne s'agit de rien, peut-être qu'il n'est qu'un inconnu, un rêve fugace. Mais au fond de moi, quelque chose a changé. Cette nuit-là, je trouve le sommeil plus facilement que les nuits précédentes. Mes pensées dérivent vers cette rencontre, vers cet échange léger mais sincère. Il y a un monde à l'extérieur de cette maison, un monde que je ne connais pas encore, et qui me tend la main.